Mon logiciel a sauvé notre entreprise familiale de la faillite. Puis papa a dit, ton frère va prendre la relève maintenant. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement au-dessus de ma tête alors que j'étais assis dans ma chambre d'enfance, regardant l'écran d'ordinateur portable qui était devenu ma bouée de sauvetage au cours de l'année écoulée. Les chiffres à l'écran dansaient devant mes yeux, les marges bénéficiaires en hausse, les coûts opérationnels en chute libre et les taux de satisfaction des clients atteignant des sommets sans précédent. Mes doigts planaient au-dessus du clavier, tremblant légèrement alors que je traitais ce qui venait de se passer. En bas, j'entendais encore la voix de mon père résonner dans toute la maison, ses paroles tranchant plus profondément que n'importe quelle lame ne le pourrait jamais. « Votre frère va prendre le relais maintenant », dit-il d'un ton définitif et dédaigneux. Après tout ce que j'avais fait, après avoir consacré mon cœur et mon âme à sauver notre entreprise familiale d'une ruine certaine, c'était comme si tout cela n'avait pas d'importance. C'était comme si j'étais redevenu invisible, comme lorsque j'étais enfant, regardant les réunions du conseil d'administration en marge pendant que mon frère aîné Théo se prélassait sous les projecteurs. Tout a commencé il y a 18 mois, lors d'un de ces dîners de famille où l'air tombait plus lourd que d'habitude. Maman avait cuisiné ces fameuses lasagnes, mais personne n'a touché à leurs assiettes. Papa était assis au bout de la table, le visage pâle et tiré, ses mains serrant une pile de rapports financiers comme si elle risquait de lui échapper s'il la lâchait. Sa voix se brisa lorsqu'il parla enfin. Nous perdons du terrain plus vite que nous ne pouvons suivre. Si quelque chose ne change pas bientôt. Il n'eut pas besoin de terminer la phrase. Nous savions tout ce que la faillite signifiait pour nous, pour des générations de dur labeur, pour les employés qui dépendaient de cette entreprise, pour notre nom de famille. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je reste éveillée en pensant à quel point cette entreprise comptait pour tout le monde, pas seulement pour mes parents, pas seulement pour Théo, mais pour moi aussi. En grandissant, j'avais passé d'innombrables week-ends ici, nichés dans les coins de l'usine ou des bureaux, à regarder les gens construire des choses avec leurs mains et leur esprit. Ce n'était pas simplement une entreprise, c'était la maison. Et pourtant, malgré mon amour pour ce métier, j'avais toujours été reléguée au second plan, informée par des gestes subtils et des règles tacites que le leadership n'était pas fait pour quelqu'un comme moi. Mais quelque chose en moi s'est brisé cette nuit-là. Peut-être était-ce du désespoir, peut-être de la fierté, ou peut-être simplement la prise de conscience que si je n'intervenais pas, personne d'autre ne le ferait ou ne le pourrait. Parce que ce dont notre entreprise avait besoin n'était pas une autre approche traditionnelle, il fallait de l'innovation. Il fallait de la technologie. Il avait besoin de moi. Le lendemain matin, j'ai appelé mon travail de programmation en ville pour cause de maladie et je me suis enfermée dans ma chambre pendant des semaines. Je suis à peine partie, sauf pour prendre un café ou des collations. J'ai consacré chaque once d'énergie au développement de logiciels qui pourraient révolutionner le fonctionnement de notre entreprise. À l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique, j'ai créé un système qui analysait les données de production en temps réel, identifiant les inefficacités et suggérant des solutions avant même que les problèmes ne surviennent. J'ai intégré l'analyse prédictive pour prévoir les tendances du marché et optimiser la gestion des stocks. Chaque ligne de code était alimentée par des courses de caféine nocturnes et par des souvenirs d'arpentage dans ces couloirs quand j'étais enfant, rêvant de faire une différence un jour. Quand j'ai finalement présenté le prototype à papa, il avait l'air sceptique. « C'est intéressant », a-t-il dit en feuilletant les diapositives de démonstration que j'avais préparées, mais pensez-vous vraiment que cela fonctionnera ? Nous avons essayé des consultants, de nouvelles stratégies, rien n'a collé. Son doute me piquait, mais je refusais de reculer. « Donnez-moi 3 mois, ai-je supplié. Laisse-moi le prouver. » À contre-séhure, il accepta. Ces 3 mois se sont transformés en 6, puis 9, puis une année complète. Lentement mais sûrement, les résultats ont commencé à parler d'eux-mêmes. Les goulots d'étranglement de la production ont disparu, les déchets ont considérablement diminué et les commandes arrivaient plus rapidement que nous ne pouvions les honorer. Les employés qui craignaient autrefois d'être licenciés se promènent désormais avec une confiance renouvelée. Même les clients ont remarqué les améliorations, louant nos délais d'exécution et notre service personnalisé. Et pourtant, à travers tout cela, il y avait un courant de tension sous-jacent que je ne pouvais ignorer. Chaque fois que j'entrais dans une réunion, je sentais des yeux me suivre, non pas avec admiration mais avec méfiance.
Certains cadres plus âgés ont murmuré à propos d'enfants qui jouaient avec des jouets ou se sont demandé si une femme d'une vingtaine d'années avait sa place dans des rôles décisionnels aussi importants. Théo, quant à lui, restait visiblement absent de la plupart des discussions. Il était resté en retrait pendant la crise, affirmant qu'il avait besoin de temps pour se concentrer sur sa stratégie, même si je soupçonnais qu'il attendait que les choses se stabilisent avant de revenir. J'ai quand même persévéré. Je me rappelais quotidiennement pourquoi je faisais cela, non pas pour la reconnaissance, ni pour le pouvoir, mais parce que l'échec n'était pas une option. Pas pour cette entreprise, pas pour ma famille. Ainsi, lorsque le rapport sur les résultats trimestriels a montré des bénéfices plus élevés qu'ils ne l'avaient été depuis des décennies, je me suis accordé un moment de triomphe tranquille. Je l'avais fait. Contre toute attente, je nous avais sauvés. C'est du moins ce que je pensais. La réunion du conseil d'administration d'aujourd'hui aurait dû être une fête. Au lieu de cela, cela ressemblait à un cortège funèbre. Alors que je me tenais devant la salle de conférence, présentant les derniers chiffres et décrivant les plans de croissance futurs, j'ai immédiatement remarqué le changement. L'expression de papa était illisible, sa chaleur habituelle remplacée par quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Quand j'ai fini de parler, il y a eu des applaudissements polis, mais il manquait d'enthousiasme. Personne n'a croisé mon regard directement. Puis papa s'éclaircit la gorge et la pièce devint silencieuse. Merci, Camille, commença-t-il d'une voix mesurée. Vos contributions ont été inestimables, vraiment remarquables. Ma poitrine se serra. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit m'a donné la chair de poule. Cependant, il a poursuivi, à mesure que nous avançons, il est important d'assurer la stabilité et la continuité. C'est pourquoi j'ai décidé que Théo assumera la direction de l'entreprise à l'avenir. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Autour de la table, les têtes hochaient la tête en signe d'approbation, comme si c'était la conclusion la plus naturelle qu'on puisse imaginer. Théo lui-même m'a offert un sourire penaud, comme s'il n'avait pas passé l'année dernière à éviter ses responsabilités pendant que je portais le poids du monde sur mes épaules. Plus tard, seul dans ma chambre, j'ai rejoué la scène encore et encore dans ma tête. Comment a-t-il pu faire ça? Comment quelqu'un pourrait-il le faire? N'ont-ils pas vu ce que j'avais sacrifié, ce que j'avais accompli? Ou étais-je destiné à rester à jamais dans l'ombre, mes réalisations rejetées en raison de mon sexe, de mon âge ou de tout autre facteur arbitraire? Un coup à la porte m'a fait sursauter. C'était maman, tenant un plateau avec du thé et des biscuits. Elle le posa doucement sur mon bureau et approcha une chaise à côté de moi. Tu sais, commença-t-elle doucement, ton père t'aime. Il est fier de toi, mais parfois la fierté ne suffit pas à vaincre la peur. Peur, répétai-je, ma voix rauque. De quoi doit-il avoir peur? Elle soupira en passant une main dans ses cheveux grisonnants. Le changement, la perte de contrôle, l'idée que les anciennes méthodes ne sont peut-être plus les meilleures. Vous lui avez montré cela, Camille. Vous avez prouvé que l'avenir appartient aux innovateurs, aux penseurs, à des gens comme vous. Mais accepter cela signifie abandonner le passé, et c'est plus difficile que vous ne le pensez. Ces mots restaient dans l'air, lourds de sens. Je voulais la croire, comprendre d'où venait papa, mais la blessure était trop fraîche, trop crue. Tout ce à quoi je pensais, c'était l'injustice de tout cela, les années passées à être négligées, les sacrifices que j'avais faits, les rêves que j'osais rêver. Alors que maman quittait la pièce, me laissant seule avec mes pensées, je me suis retrouvée à regarder l'ordinateur portable. Le logiciel que j'avais construit me regardait. Son interface élégante témoigne de tout ce que j'avais accompli. Mais au-delà des chiffres et des graphiques se cache quelque chose de plus profond, un rappel de qui j'étais et de ce dont j'étais capable. S'il ne me donnait pas une place à la table, il était peut-être temps de construire la mienne. L'idée s'est enracinée dans mon esprit comme une mauvaise herbe tenace, refusant d'être déracinée, même si j'essayais de l'ignorer. S'ils ne valorisaient pas ce que j'avais construit, s'ils ne parvenaient pas à voir au-delà de leur notion dépassée de leadership et d'héritage, alors il était peut-être temps pour moi de tracer ma propre voie. Mais cette pensée me terrifiait autant qu'elle m'excitait. Quitter l'entreprise familiale ne signifiait pas seulement quitter une entreprise, c'était laisser derrière moi tout ce que j'avais jamais connu.
Cela signifiait rompre les liens avec les personnes qui m'ont façonné, le lieu qui me définissait. Pourtant, plus je restais assis là, à regarder l'écran lumineux de mon ordinateur portable, plus je devenais en colère. La colère brûlait plus que la peur, alimentant ma détermination. J'ai pensé à toutes les nuits passées à coder, déboguer et affiner des algorithmes pendant que tout le monde dormait. Je me souvenais des commentaires dédaigneux de la part de dirigeants qui ne pensaient pas qu'un enfant pouvait comprendre les complexités de la fabrication ou de la logistique. Et puis il y avait Théo, toujours en périphérie, prêt à intervenir quand les choses s'amélioraient mais sans jamais lever le petit doigt quand on se noyait. Mes mains tremblaient lorsque j'ouvrais un nouveau document sur mon ordinateur. Au début, je ne savais pas ce que j'écrivais, une lettre de démission? Un manifeste? Un discours de colère? Mais les mots ont commencé à sortir plus vite que je ne pouvais les taper. J'ai écrit sur les sacrifices que j'avais faits, les innovations que j'avais introduites et l'audace de se faire dire que tout cela n'avait pas d'importance parce que je n'étais pas un homme, parce que je n'étais pas Théo. Au moment où j'ai fini, les larmes ont brouillé ma vision, maculant le trackpad sous mes doigts. J'ai enregistré le fichier mais je ne l'ai pas envoyé, pas encore. Au lieu de cela, j'ai fermé mon ordinateur portable et suis descendu les escaliers, déterminé à affronter mon père une dernière fois. La maison était calme maintenant, la plupart du personnel étant rentré chez lui pour la soirée. Seul le léger bourdonnement des machines venant de l'usine rompait le silence. La porte du bureau de papa était légèrement entr'ouverte et la lumière pénétrait dans le couloir. J'ai frappé doucement avant d'entrer. Il leva les yeux de son bureau, surpris. Des papiers étaient éparpillés sur sa surface, ainsi qu'un registre ouvert et un verre de whisky à moitié vide. Pour la première fois depuis des années, il avait l'air vieux, ses cheveux plus gris que dans mes souvenirs, ses épaules affaissées sous le poids de décisions que je n'arrivais pas à comprendre pleinement. « Camille », dit-il, sa voix lourde de quelque chose entre la culpabilité et l'épuisement. « Je pensais que tu viendrais. » J'ai traversé la pièce et me suis tenu en face de lui, m'agrippant au dossier d'une chaise pour me soutenir. « Pourquoi ?» ai-je simplement demandé, ma voix se cassant malgré tous mes efforts pour rester calme. « Après tout ce que j'ai fait, pourquoi fais-tu ça ?» Papa soupira en s'adossant au dossier de sa chaise. Il se frotta les tempes, évitant mon regard. « Ce n'est pas personnel, chérie. Tu dois comprendre. C'est compliqué. » « Non, papa, répliquai-je, ma colère bouillonnant. Tu choisis Théo parce que c'est ton fils, parce qu'il est plus âgé, parce qu'il correspond à un moule que tu as créé dans ta tête. Mais ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. » Son expression se durcit légèrement, même si je pouvais voir le conflit se préparer derrière ses yeux. « L'équité n'a rien à voir là-dedans, a-t-il déclaré sèchement. Diriger une entreprise n'est pas une question d'équité. C'est une question de responsabilité, de s'assurer que la prochaine génération puisse porter le flambeau sans le laisser tomber. Et tu ne penses pas que je puisse faire ça? Ai-je demandé, ma voix montant. Tu ne penses pas que j'ai déjà fait mes preuves, ou est-ce que ça ne compte pas à moins que ça vienne de quelqu'un avec un chromosome Y? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, claqua-t-il en frappant sa paume contre le bureau. Le son résonna dans la pièce, nous faisant sursauter tous les deux et nous faisant taire. Pendant un instant, aucun de nous ne parla. Puis, plus doucement, il ajouta, « Ce n'est pas facile pour moi non plus, Camille. Je suis fier de ce que tu as fait. Je le suis vraiment. Mais la fierté ne change rien au fait que Théo soit l'héritier. C'est comme ça que ça marche. » Comment ces choses fonctionnent, répétai-je avec incrédulité. Dans quel siècle vivez-vous? Il ne s'agit pas d'une dynastie féodale où les titres sont transmis en fonction de l'ordre de naissance. Nous parlons d'une entreprise, d'une entité moderne et en évolution qui a besoin d'idées nouvelles et d'un leadership audacieux, pas de quelqu'un qui reste à l'écart, attendant que le travail acharné soit fait pour pouvoir s'en attribuer le mérite. Papa a tremblé à mes paroles, mais j'ai continué, ne voulant pas le laisser se retirer derrière ses défenses. Vous dites que c'est une question de responsabilité, mais qu'en est-il de la mienne? Qu'en est-il de la responsabilité que j'ai assumée au cours de l'année écoulée? Est-ce que tout cela signifiait quelque chose pour vous, ou étais-je juste un espace réservé jusqu'à ce que Théo décide qu'il voulait à nouveau jouer le rôle de PDG? Il me regarda, la mâchoire serrée. Pendant une seconde fugace,
J'ai cru voir du regret briller sur son visage, mais il a disparu presque instantanément. Tu es jeune, dit-il finalement, d'un ton las. Vous aurez d'autres opportunités, d'autres projets. Cette entreprise, elle est plus grande que n'importe qui, plus grande que vous, plus grande que moi, plus grande même que Théo. Parfois, nous devons faire des sacrifices pour le bien commun. Le plus grand bien, répétai-je amèrement. Est-ce ce que vous appelez mettre à l'écart la personne qui a sauvé cette entreprise de la ruine? Est-ce ce que vous appelez récompenser la médiocrité plutôt que le mérite? Avant qu'il ne puisse répondre, je me suis retournée et suis sortie en trombe du bureau, claquant la porte derrière moi. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je remontais les escaliers, l'adrénaline coulant dans mes veines. J'ai attrapé mon ordinateur portable et l'ai mis dans mon sac, avec la clé USB contenant le logiciel que j'avais développé. S'il voulait faire comme si je n'existais pas, très bien. Mais il n'allait pas effacer ce que j'avais créé. Tandis que je faisais mes bagages, des souvenirs envahissaient mon esprit. Visite d'enfance à l'usine, observation des ouvriers assembler les produits avec précision et soin. Summers a passé maman à suivre maman au service de comptabilité, apprenant les subtilités des bilans et des marges bénéficiaires. Les soirées à écouter papa parler de ses rêves pour l'entreprise, sa voix remplie de passion et de détermination, cet endroit était mon monde entier depuis aussi longtemps que je me souvienne. Maintenant, c'était comme une prison dont j'avais besoin de m'échapper. Au moment où j'ai fini de faire mes bagages, l'aube se levait devant ma fenêtre. Le ciel brillait d'un rose tendre et d'un orange, projetant de longues ombres dans ma chambre. J'ai hésité un instant, me demandant si je devais laisser un mot, quelque chose pour expliquer, justifier, plaider ma cause une dernière fois. Mais à quoi ça sert? Ils avaient déjà pris leur décision. Au lieu de cela, j'ai griffonné un petit message à maman, merci d'avoir cru en moi. Je t'appellerai bientôt. Puis je me suis glissée hors de la maison en faisant attention à ne réveiller personne. Les rues étaient désertes à cette heure, l'air était vif et frais. Alors que je m'éloignais, j'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, regardant la silhouette familière de l'usine s'effacer au loin. Pour la première fois depuis des années, je me sentais libre, mais aussi complètement seule. Les jours qui ont suivi ont été marqués par l'incertitude et la détermination. J'ai loué un petit appartement au centre-ville, suffisamment éloigné de l'enceinte familiale pour me sentir comme une pause propre, mais suffisamment proche pour garder un œil sur l'entreprise. En utilisant les économies que j'avais accumulées au cours de mon travail de programmation, j'ai commencé à jeter les bases de ma propre entreprise. Le logiciel que j'ai développé n'était pas seulement utile à notre entreprise familiale, il avait des applications dans tous les secteurs, de la fabrication à la vente au détail en passant par la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Tout ce dont il avait besoin était du raffinement et du marketing. Mais créer une start-up à partir de zéro a été plus difficile que prévu. Chaque réunion d'investisseurs se terminait par des sourires polis et de vagues promesses, suivies de mais de refus invoquant la saturation du marché ou le manque d'expérience. Les événements de réseautage ressemblaient à des exercices futiles, des entrepreneurs chevronnés me considérant comme un autre rêveur aux yeux écarquillés. Même des amis et des connaissances ont remis en question ma décision, me pressant de me réconcilier avec ma famille et de retrouver la sécurité du connu. À travers tout cela, je me suis accrochée à une chose, le fait de savoir que j'avais déjà réussi une fois. Si je pouvais sauver une entreprise en faillite en utilisant uniquement du courage et de l'innovation, je pourrais sûrement construire quelque chose à partir de zéro. J'ai donc continué à avancer, à affiner mon argumentaire, à peaufiner mon produit et à chercher des alliés qui croyaient en ma vision. Un soir, après une autre journée décourageante, je me suis retrouvée assis sur l'escalier de secours de mon appartement, regardant les toits de la ville. Les lumières scintillaient comme des étoiles, chacune représentant les espoirs et les rêves de quelqu'un d'autre. Quelque part, je savais qu'il y avait des gens qui comprenaient ce que j'essayais d'accomplir, des gens qui valorisaient la créativité et la persévérance plutôt que la tradition et les privilèges. Un SMS retentit sur mon téléphone, me sortant de mes pensées. C'était de maman, tu manques à ton père. Il ne l'admettra pas, mais il le fait. N'abandonne pas, mon cœur. Tu es plus fort que tu ne le penses. J'ai lu le message plusieurs fois, laissant ces mots pénétrer. Une partie de moi voulait répondre, lui dire combien j'appréciais son soutien, mais une autre partie a résisté.
Tendre la main ressemblait trop à un abandon, à un aveu de défaite. Au lieu de cela, j'ai remis le téléphone dans ma poche et me suis appuyé contre la balustrade, regardant le ciel nocturne. Quelque part au loin, une sirène hurlait, son son se fondant dans le bourdonnement de la ville. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration, ressentant le poids de tout ce que j'avais perdu et de tout ce qu'il me restait à gagner. Ce voyage n'allait pas être facile, mais c'était le mien, et pour la première fois depuis longtemps, cette pensée m'a redonné de l'espoir. Les semaines se sont transformées en mois, même si le chemin était loin d'être facile, les petites victoires ont commencé à s'accumuler. Une investisseur, une femme experte en technologie nommée Sophie, qui avait créé sa propre start-up à succès dans la Silicon Valley, a finalement vu le potentiel de mon logiciel. Elle n'a pas seulement offert du financement, elle est devenue un mentor, me guidant dans le labyrinthe de l'entrepreneuriat avec une sagesse née de l'expérience. Tu as du courage, m'a-t-elle dit lors d'une de nos séances de stratégie de fin de soirée. Et le courage est plus rare que le génie. Avec le soutien de Sophie, j'ai affiné davantage mon produit, en ajoutant des fonctionnalités qui l'ont rendu adaptable à des industries au-delà de la fabrication. J'ai embauché une petite équipe de développeurs et de designers, chacun aussi passionné que moi par l'innovation. Ensemble, nous avons mis tout notre cœur à créer quelque chose de révolutionnaire, une plateforme combinant analyse en temps réel, modélisation prédictive et interface conviviale pour rationaliser les opérations des entreprises de toute taille. Le jour du lancement est arrivé plus vite que prévu. Dans les coulisses de la conférence technique où je devais présenter mon logiciel, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de terreur. C'était ça, le moment qui allait déterminer si je pouvais voler de mes propres ailes ou si je m'étais trompé depuis le début. Alors que je montais sur scène, les projecteurs m'ont frappé comme un raz-de-marée. Mais au lieu de rétrécir sous son intensité, je me suis tenu droit. Le public m'a regardé attentivement pendant que je démontais le fonctionnement de mon logiciel, présentant des études de cas et des témoignages d'utilisateurs bêta qui avaient constaté des améliorations spectaculaires en termes d'efficacité et de rentabilité. Quand j'ai fini de parler, la salle a éclaté sous les applaudissements. Les gens faisaient ensuite la queue pour poser des questions, échanger des cartes de visite et exprimer leur intérêt pour des partenariats. Pour la première fois depuis une éternité, je me suis permis d'être fier, non seulement du logiciel, mais du voyage qui m'avait amené ici. De retour chez moi, la nouvelle de mon succès s'est répandue rapidement. Des amis sont venus me féliciter. D'anciens collègues ont exprimé leur admiration et même certains dirigeants de l'entreprise familiale ont envoyé des courriels reconnaissant mes réalisations. Mais la personne que je souhaitais le plus entendre est restée silencieuse. Papa n'avait pas appelé, n'avait pas envoyé de SMS, ne l'avait pas contacté d'aucune façon. Au début, ça piquait, rouvrant de vieilles blessures que je pensais avoir guéries. Mais ensuite je me suis rappelé pourquoi j'étais parti en premier lieu, non pas pour une validation, mais pour la liberté. Un soir, alors que j'étais assis dans mon bureau désormais occupé, en train d'examiner des contrats et des propositions de partenariat, on a frappé à la porte. J'ai levé les yeux, surpris de voir maman debout là, tenant un bouquet de fleurs. Ses yeux brillaient de fierté lorsqu'elle me l'étendit. « Ça vient de ton père, dit-elle doucement. Il n'a pas pu se résoudre à venir, mais il voulait que tu saches qu'il est fier de toi. » Je regardais les fleurs, une boule se formant dans ma gorge. Est-ce qu'il, comprend-il pourquoi je suis partie? Ai-je demandé avec hésitation. Maman hocha la tête. Cela lui a pris du temps, mais oui. Il semble comprendre maintenant ce que vous essayez de lui dire, que le leadership ne consiste pas là. Titre ou tradition, tout est question de vision et de courage, et vous avez démontré les deux à l'appel. Ces paroles m'ont fait monter les larmes aux yeux, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Toutes ces années à me sentir invisible, à douter de ma valeur, ont fondu à cet instant. Mon père ne comprendra peut-être jamais pleinement la profondeur de ma douleur, mais son geste signifiait plus que ce que je pouvais exprimer avec des mots. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une invitation à prendre la parole lors d'un gala organisé par l'entreprise familiale. Au départ, j'ai hésité. Revenir à l'endroit où tant de mon chagrin s'était déployé m'a semblé intimidant, mais la curiosité, et peut-être un désir de tourner la page, l'ont emporté. Ce soir-là,
lorsque je suis entrée dans la grande salle de bal, j'ai été accueillie par des applaudissements. Des employés que je n'avais pas vus depuis longtemps m'ont approché pour me remercier d'avoir ouvert la voie au changement au sein de l'organisation. Même Théo m'a serré la main en admettant doucement, « Tu as fait ce que je ne pouvais pas. Je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi quand tu avais besoin de moi. » Le point culminant de la soirée est survenu lorsque papa est monté sur scène pour me présenter comme conférencier principal. Sa voix tremblait légèrement tandis qu'il parlait, mais ses paroles étaient claires et sincères. Ce soir, nous célébrons non seulement l'innovation, mais aussi la résilience, a-t-il déclaré en me regardant directement. Ma fille m'a appris que le véritable leadership vient de ceux qui sont prêts à remettre en question le statu quo, à prendre des risques et à se battre pour ce en quoi ils croient, même lorsque les chances sont contre eux. Camille, tu nous as tous inspirés. Alors que je montais sur le podium, je croisais son regard, ne voyant pas l'homme qui m'avait renvoyé, mais le père qui m'avait toujours aimé à sa manière. J'ai souri, laissant partir les derniers restes d'amertume. Merci, ai-je commencé en m'adressant à la foule. Mais ce soir, il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de nous tous. Il s'agit de briser les barrières, d'accepter le changement et de construire un avenir où chacun a la possibilité de briller. Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants et ont résonné sur les murs de la salle de bal. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne célébrais pas seulement mon succès. Je célébrais le pouvoir de la persévérance, l'importance de rester fidèle à soi-même et la beauté de la réconciliation. Dans les mois qui ont suivi, mon entreprise a continué de croître, attirant des clients importants et étant reconnue comme un leader en innovation technologique. Pendant ce temps, l'entreprise familiale prospère sous une nouvelle direction. Théo, étonnamment, avait pris à cœur bon nombre de mes idées, mettant en œuvre des changements qui ont modernisé les opérations et amélioré le moral des employés. Même si nos chemins avaient divergé, nous avons trouvé des moyens de collaborer, mêlant tradition et progrès. Quant à papa, il est devenu l'un de mes plus grands supporters, assistant à chaque événement marquant et m'encourageant depuis les coulisses. Notre relation n'était pas parfaite, nous étions toujours en désaccord sur de nombreux points, mais c'était plus fort que jamais, fondé sur le respect et la compréhension mutuelle. Avec le recul, j'ai réalisé que partir n'avait pas été un acte de rébellion. Cela avait été un acte d'amour pour moi-même, pour mes rêves et finalement pour ma famille. Parfois, sauver quelque chose signifie l'abandonner, et parfois trouver le bonheur signifie tracer son propre chemin, aussi incertain qu'il puisse paraître au premier abord. Un soir, alors que je me tenais sur le balcon de mon bureau, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Je m'étais battue pour ma place dans le monde, ce faisant, j'avais créé une vie plus riche et plus remplie que je ne l'aurais jamais imaginée. Le voyage n'a pas été facile, mais il en a valu la peine à chaque étape.